Bienvenue. Et si notre argent pouvait faire plus que simplement fructifier? S'il pouvait aussi refléter nos valeurs profondes? C'est un peu ça, la promesse au cœur de ce qu'on appelle la finance responsable. C'est une question qui se pose de plus en plus. On ne regarde plus seulement le rendement financier pur et dur, l'impact de nos placements sur le monde compte aussi. Alors comment on fait concrètement pour que son portefeuille colle à ces principes? C'est ce qu'on va voir. Ok, pour s'y retrouver, voilà le plan. On va commencer par définir ce qu'est la finance responsable. Ensuite, on va explorer ces trois grandes stratégies, l'exclusion, la sélection et puis l'engagement. Et à la fin, on verra comment s'orienter un peu là-dedans. Allez, c'est parti. Bon, première chose, posons les bases. La finance responsable, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme on le voit, l'idée, c'est d'aller regarder un peu plus loin que juste le rendement financier. En fait, la définition est plutôt simple. Il s'agit d'ajouter des critères qu'on appelle extra-financiers. On parle de critères sociaux, environnementaux, de gouvernance, tout ça, à l'analyse économique classique. Le but du jeu, c'est d'avoir une vision complète à 360 degrés de ce que vaut vraiment une entreprise. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Souvent, on pense qu'il faut sacrifier la performance économique. Mais non, l'idée, ce n'est pas ça du tout. C'est tout l'inverse. On cherche à les faire marcher ensemble, la performance et l'impact positif, que ce soit pour la société ou pour la planète. Alors on attaque la première grande stratégie. C'est peut-être la plus simple à comprendre, la plus intuitive, c'est l'approche de l'évitement. L'idée ici, elle est simple. On trace une ligne dans le sable et on dit clairement, il y a des secteurs, des pratiques qu'on ne veut pas financer. Point. C'est ce qu'on appelle la sélection négative, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'approche la plus ancienne de l'investissement responsable. Historiquement, ça vient de communautés, souvent religieuses d'ailleurs, qui refusaient de mettre leur argent dans des activités comme l'alcool ou les armes parce que ça allait contre leurs valeurs. Et cette exclusion, elle peut prendre deux formes. D'un côté, il y a l'exclusion sectorielle. Là, c'est simple, on met de côté des industries entières, genre le tabac ou l'armement. Et de l'autre côté, on a l'exclusion normative. Là, c'est un peu différent. On va écarter une entreprise, peu importe son secteur, si elle ne respecte pas des principes de base, comme les droits de l'homme par exemple. Bon, on a vu ce qu'on peut éviter, maintenant passons à une approche plus proactive, celle où on cherche à avoir un impact positif. Là, on change carrément de lunettes. Le but n'est plus de dire non, mais de trouver des raisons de dire oui. La question, c'est est-ce que ça suffit d'éviter le mal? Ou est-ce qu'on peut aussi activement chercher à faire le bien? Et paf, ça nous amène tout droit à la deuxième grande stratégie, celle où on va chercher et soutenir les entreprises les plus vertueuses. Avec cette approche, on se transforme un peu en chasseur de tête, mais pour les bons élèves. L'idée, c'est de regarder les entreprises à travers un filtre bien précis, les fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour trouver et privilégier les meilleurs dans ces domaines. Et attention, les critères sont super variés. Ça peut aller de la gestion des déchets pour l'environnement, à la qualité des relations sociales dans l'entreprise, ou même à la transparence des salaires des patrons pour la gouvernance. Bref, l'analyse est vraiment large, ça couvre à peu près tout l'impact d'une boîte. Même dans cette approche de sélection, il y a plusieurs styles, plusieurs philosophies. Par exemple, on peut faire du best in class. On prend les meilleurs de chaque secteur. Ou alors le best effort, où on va plutôt miser sur les boîtes qui font le plus d'efforts pour s'améliorer. Le best univers, lui, est plus radical. On ne garde que la crème de la crème, tout secteur confondu. Et puis il y a l'approche thématique, où on va se focaliser sur un sujet bien précis, comme les énergies renouvelables par exemple. Allez, on passe à la troisième et dernière stratégie. C'est sans doute la plus militante, on pourrait dire. Là, on ne se contente plus d'observer et de choisir. Non, on décide de passer à l'action, d'essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'activisme actionnarial. Le principe est simple, mais il est puissant. Quand on est actionnaire, même avec une toute petite part, on est un peu propriétaire de l'entreprise. Et ça veut dire qu'on a son mot à dire. Et cette voix, on peut s'en servir comme d'un levier pour pousser à des pratiques plus responsables. Le premier outil pour ça, c'est le dialogue. C'est l'approche la plus soft, on va dire. Les investisseurs vont tout simplement discuter avec les dirigeants pour les sensibiliser à certains enjeux et les inciter à faire mieux. Après, si ça ne suffit pas, on peut passer à l'étape supérieure, un levier plus formel, le droit de vote. Pendant les assemblées générales, chaque actionnaire a le droit de voter. Et utiliser ce vote, par exemple pour bloquer une décision ou soutenir une autre proposition, eh bien ça envoie un message très, très clair. Et l'arme ultime, si on peut dire, c'est de déposer des résolutions. Là, des actionnaires peuvent se mettre ensemble pour proposer eux-mêmes quelque chose au vote de tout le monde. Par exemple, exiger un plan climat plus costaud. Et le truc, c'est que si cette résolution passe, l'entreprise est obligée de l'appliquer.
Ok, donc on a vu 3 philosophies assez différentes, hein. Éviter, sélectionner et influencer. Alors, comment on choisit là-dedans? Quelle est la meilleure approche? On va résumer un peu tout ça pour que ce soit bien clair. Franchement, s'il a une chose à retenir, ce sont ces 3 verbes. Éviter, choisir et influencer. Ils résument parfaitement les 3 grandes façons de faire. Ça va de l'approche la plus passive, où on met des barrières, à la plus active, où on essaie de transformer les entreprises de l'intérieur. On finit donc avec cette question, qui reste ouverte. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces 3 approches ne sont pas exclusives. On peut très bien les combiner. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que chacune pose la question du rôle qu'on veut donner à son épargne. Et c'est la somme de toutes ces réponses individuelles qui, au final, va dessiner l'économie de demain.